Nous sommes le 1er mai 2026 et l'Ukraine vient de réécrire toutes les règles de la guerre moderne en un seul mois. Et le pari stratégique le plus coûteux de Poutine vient de s'effondrer du jour au lendemain. Je veux commencer par quelque chose que je veux vraiment que vous preniez le temps de mesurer. Imaginez que vous êtes Vladimir Poutine, assis au Kremlin, quelque part au début de 2024, vous avez un plan. Il fonctionne. Vous inondez le ciel ukrainien de centaines de drones kamikazes Shahed chaque nuit. Des machines bon marché, conçues par l'Iran, fabriquées par la Russie, qui coûtent quelque part entre 20 000 et 50 000 $ chacune. Et l'Ukraine les abat avec des missiles Patriot et des intercepteurs NASAMS qui coûtent des centaines de milliers de dollars par tir. Vous êtes en train de gagner une guerre économique sans tirer un seul obus de char. Vous saignez l'Ukraine à blanc, un drone à la fois. Le calcul était simple, brutal et en apparence impossible à battre. Et puis, en avril 2026, l'Ukraine a fait quelque chose qu'aucune armée dans l'histoire du monde n'avait jamais fait. Et je le dis littéralement. Pas comme une exagération de YouTube, pas comme une accroche dramatique. Littéralement, aucun pays au monde n'avait fait ce que l'Ukraine vient de faire. En fait, l'Ukraine n'a pas seulement fait une chose sans précédent ce mois-ci, elle en a fait 4. Et ensemble, elles ont transformé tout le manuel stratégique de Poutine en un tas de ferraille extrêmement coûteux. J'ai parcouru les rapports de l'ISW, Breaking Defense, Kyiv Independent, Euromaidan Press, Air and Space Force Magazine, ainsi qu'une pile d'analyses de défense au cours des derniers jours. Et je veux vous expliquer exactement ce qui s'est passé, ce que cela signifie et pourquoi les gens au quartier général de l'OTAN regardent cette guerre différemment aujourd'hui qu'il y a 3 mois. Parce que c'est pas seulement une histoire sur l'Ukraine. C'est une histoire sur ce à quoi ressemblera la guerre à partir de maintenant, pour tous les pays sur Terre. Alors, commençons par le début. Commençons par le problème dans lequel l'Ukraine était en train de se noyer. La Russie a considérablement augmenté son utilisation de drones iraniens Shahed aux côtés de systèmes fabriqués localement pour frapper des villes ukrainiennes, des infrastructures énergétiques et des cibles civiles. L'ampleur de cette campagne est stupéfiante quand on regarde vraiment les chiffres. Selon la force aérienne ukrainienne, les forces russes ont lancé plus de 22 400 drones de type Shahed et Geran, 2 contre l'Ukraine depuis le début de l'invasion à grande échelle, et ces lancements ne ralentissaient pas, ils accéléraient. La Russie avait trouvé un rythme incroyablement efficace, des barrages massifs de drones pendant la nuit, lancés depuis plusieurs directions. Ces attaques submergeaient les systèmes de défense aérienne par le volume pur. Dans la nuit du 18 au 19 avril seulement, les forces russes ont lancé 236 drones contre l'Ukraine. Des Shahed, des Geran 2, des Italma et d'autres tirés depuis Briansk, Koursk, Orel, Smolensk, Rostov, Krasnodar, le Donetsk occupé et la Crimée. 236 drones en une seule nuit, depuis cette direction simultanément. Maintenant, pensez à ce que cela coûte de les arrêter si chaque interception nécessite un missile de 300 000 ou 400 000 $. L'économie de cette guerre devient catastrophique. Pour chaque drone bon marché que la Russie lance, l'Ukraine brûle potentiellement l'équivalent d'une voiture sport de luxe en coût d'interception. Poutine l'avait parfaitement compris. Ce n'était pas seulement une stratégie militaire, c'était une guerre financière. Mais l'Ukraine travaillait sur quelque chose. Discrètement, à l'intérieur d'une plateforme d'innovation soutenue par le gouvernement et appelée Bravin, des entreprises de technologie de défense faisaient la course pour résoudre ce problème. Et en mars 2026, les chiffres racontaient déjà une autre histoire. Les drones intercepteurs ukrainiens ont détruit un nombre record de drones russes de différents types en mars 2026, plus de 33 000. Prenez un instant pour absorber cela. 33 000 drones interceptés en un seul mois. Pas par des missiles Patriot, pas par NASAMS, mais par des drones conçus pour chasser d'autres drones peu coûteux. Au cours des 4 premiers mois de 2026, les forces de défense ukrainiennes ont reçu 2 fois plus de drones intercepteurs que pendant toute l'année 2025. La montée en production a été fulgurante. La capacité grandissait plus vite que la Russie ne pouvait comprendre ce qui lui arrivait. Et puis, le 23 avril 2026, le ministre ukrainien de la Défense, Mikhailo Fedorov, s'est levé et a annoncé ce que son ministère avait construit. Et le monde de la défense est resté figé.
l'Ukraine est devenue le premier pays à déployer à grande échelle des drones intercepteurs téléopérés capables de frappe à longue distance. Il y a un an, grâce à Bravin, nous avons lancé le développement et les tests de la technologie de commande à distance pour les drones intercepteurs. Aujourd'hui, nous avons un résultat confirmé. Abattre des cibles à des distances de centaines et de milliers de kilomètres, a écrit Fedorov sur les réseaux sociaux. Relisez cette phrase, des centaines et des milliers de kilomètres. Pas depuis la ligne de front, pas depuis une remorque à 10 km derrière les tranchées, mais depuis Kiev, depuis Lviv, depuis un autre pays entièrement. Voici maintenant ce qui rend cela si réellement révolutionnaire, et je veux l'expliquer correctement, parce que je pense que beaucoup de couvertures passent à côté de la signification plus profonde. Avant que ce système existe, un opérateur de drone intercepteur devait être près du front, généralement stationné entre 10 et 50 km derrière la ligne de contact, physiquement assez proche, pour maintenir un signal radio avec son drone. Cela créait deux problèmes énormes que la Russie exploitait activement. Premièrement, l'opérateur était une cible. L'artillerie russe, les drones FPV, les systèmes de surveillance russes, tous chassaient ces positions d'opérateurs. Trouvez l'opérateur, détruisez l'opérateur, neutralisez la capacité d'interception. Deuxièmement, les systèmes de guerre électronique russes Krasukha, Borisogledsk, Jitel et d'autres étaient conçus pour brouiller exactement ce type de signal de commande de drone basé sur la radio. Ce sont des systèmes coûteux, construits expressément pour cela, que la Russie a déployé largement le long du front, et il fonctionnait. Les signaux traditionnels de commande de drone fonctionnent sur des fréquences radio que les systèmes de brouillage russes neutralisent sans difficulté. La nouvelle technologie ukrainienne de commande à distance élimine simultanément ces deux vulnérabilités. Cette technologie permet aux opérateurs de drones de contrôler des drones intercepteurs depuis des environnements protégés dans des villes comme Kiev et Lviv, ou même depuis l'étranger, au lieu d'opérer près du front. La commande à distance augmente l'efficacité de l'interception, minimise les risques pour les opérateurs et permet de développer les capacités sans être lié au front, a écrit Fedorov. La connexion entre le drone et l'opérateur est établie au moyen de liaisons données sécurisées et non de fréquences radio traditionnelles. Toute l'infrastructure russe de guerre électronique, construite et déployée à un coût énorme pour brouiller les signaux de drone sur la ligne de front, devient maintenant largement inutile contre ce système. Les opérateurs sont physiquement en sécurité, le signal ne peut plus être brouillé par les méthodes traditionnelles. Et parce que les opérateurs n'ont plus besoin d'être près du front, beaucoup plus d'entre eux peuvent être déployés simultanément depuis des lieux sécurisés n'importe où sur Terre, plus de 10 fabricants de défense ont déjà intégré la capacité de commande à distance dans leur système de drones intercepteurs. Il ne s'agit pas d'une seule entreprise avec un seul prototype. C'est un écosystème industriel. Le ministère ukrainien de la Défense a noté qu'en 2022, le pays comptait moins de 10 entreprises de défense spécialisées. 4 ans plus tard, ce nombre était passé à environ 1500 entreprises, dont environ le tiers est exclusivement consacré aux drones. C'est pas une industrie de défense, c'est une révolution de défense. Et elle produit des résultats qu'aucun planificateur militaire, d'un côté comme de l'autre de ce conflit, n'avait pleinement anticipé. L'équation des coûts sur laquelle Poutine avait bâti toute sa stratégie de drone a été complètement renversée. Les drones bon marché sont maintenant chassés par des drones bon marché. L'avantage économique qui rendait la campagne Shahed si stratégiquement attrayante pour Moscou s'est évaporé. Et la partie vraiment effrayante pour le Kremlin, celle qui garde les planificateurs militaires russes éveillés la nuit, c'est que l'Ukraine ne fait que commencer. Fedorov a déclaré que l'Ukraine avance vers ses objectifs de 100% de détection et d'au moins 95% de neutralisation des cibles aériennes ennemies. 100% de détection, 95% de neutralisation, ce ne sont pas des objectifs fixés par un pays qui est en train de perdre. Ce sont des objectifs fixés par un pays qui croit avoir déjà gagné la course technologique dans les airs. Et je veux que vous gardiez cette idée en tête parce que dans la prochaine section, je vais vous parler de la première militaire la plus stupéfiante d'avril 2026. Une première qui n'a pas eu lieu dans le ciel au-dessus de l'Ukraine, ni sur les lignes de front, mais en pleine mer Noire. Une histoire qui a forcé tous les stratèges navals de la planète à reconsidérer ce que signifie réellement la puissance maritime au XXIe siècle.
Maintenant, avant d'entrer dans ce qui s'est passé en mer Noire, le 19 avril 2026, je dois vous donner le contexte. Parce que sans le contexte, l'événement semble impressionnant. Avec le contexte, il ressemble à quelque chose sorti d'un roman de science-fiction qui serait devenu réel. L'Ukraine n'a pas de marine traditionnelle, disons-le franchement. La Russie s'en est assurée. Au début de l'invasion à grande échelle, en février 2022, la Russie a saisi ou détruit la majorité de la flotte de surface ukrainienne. Le navire amiral de la marine ukrainienne, la frégate Hetman Sahaydarny, a été sabordé par son propre équipage pour empêcher sa capture. Les infrastructures navales ukrainiennes à Sébastopol étaient sous occupation russe depuis 2014. Sur papier, l'Ukraine n'avait pas de puissance maritime. Sur papier, l'Ukraine avait cédé la mer Noire à la Russie dès le premier jour de la guerre, et la Russie l'a traité de cette façon, utilisant la mer Noire comme corridor de lancement pour tirer des missiles de croisière et des drones, Shahed contre les villes ukrainiennes depuis des angles que les systèmes de défense aérienne terrestre avaient de la difficulté à couvrir. La Russie avait une flotte de la mer Noire. L'Ukraine n'avait rien. Sauf que les ingénieurs ukrainiens n'acceptent pas le rien comme réponse finale. Ce que l'Ukraine a fait au lieu de reconstruire une marine traditionnelle est l'un des actes d'improvisation militaire les plus créatifs de l'histoire moderne. Elle a construit une flotte de navires de surface sans équipage, des bateaux robotisés sans équipage, sans capitaine, sans marin à tuer, la série Magyura, le Sea Baby, bon marché, rapide, sacrifiable et de plus en plus létaux. Et au cours des 2 dernières années, ces petits bateaux ont fait des choses qui auraient semblé impossibles. Les drones navals ukrainiens de la série Magura ont abattu des chasseurs russes Su-30 à l'aide de missiles RR. En mars, un porte-drone naval ukrainien a détruit un hélicoptère russe Kaving-7 à l'aide d'un drone FPV. Un bateau sans équipage qui abat un avion de chasse. Prenez le temps de visualiser cette image. Pas de pilote, pas d'équipage. Un bateau robotisé a lancé un missile et détruit un appareil de 30 millions de dollars. La mer Noire, que la Russie considérait comme son étang privé, était devenue l'un des plans d'eau les plus dangereux sur Terre pour les moyens militaires russes. Et l'Ukraine l'avait fait sans un seul navire de guerre. Mais le 19 avril 2026, l'Ukraine a porté cela à un tout autre niveau. Je veux passer en vue exactement ce qui s'est passé, parce que les détails comptent. Selon les forces des systèmes sans pilote de l'Ukraine, le 19 avril, des opérateurs de la division des navires de surface sans équipage de la 412e brigade Nemesis ont réussi à engager et à détruire une munition rôdeuse russe dans une zone opérationnelle maritime. Les forces des systèmes sans pilote ont décrit l'opération comme le premier cas, dans la guerre moderne, d'une menace aérienne interceptée par un drone lancé depuis une plateforme maritime sans équipage. Lisez cela attentivement. C'était pas un navire qui lançait un missile contre un drone. C'était un bateau robotisé, un bateau sans être humain à bord, qui ouvrait un compartiment, lançait un drone plus petit depuis son pont, puis ce drone intercepteur montait dans le ciel, suivait un Shahed russe et le détruisait en vol. Pensez un instant à ce que cela signifie techniquement. Vous avez un navire de surface qui opère en eau libre, constamment en mouvement, constamment en train de s'ajuster aux vagues et au courant. Depuis cette plateforme mobile, un drone décolle, se stabilise, acquiert une cible aérienne qui se déplace à vitesse élevée, puis l'intercepte. L'intégration des systèmes de navigation, des systèmes de ciblage, des mécanismes de lancement et du guidage du drone intercepteur qui doivent tous fonctionner simultanément pour que cela réussisse est réellement extraordinaire. Et l'Ukraine n'a pas simplement testé cela dans un environnement contrôlé. Elle l'a fait dans une zone de combat active contre une arme entrante réelle le 19 avril 2026. Le commandant des forces des systèmes sans pilote, le major Robert Madiar-Brovdi, a rapporté que l'Ukraine avait déjà formé un bataillon de drones navals pour ce type de mission au sein d'une brigade existante et qu'elle en construisait un deuxième. C'est déjà organisé au niveau des unités. C'est pas une démonstration isolée. C'est une doctrine qui s'écrit en temps réel. Selon Samuel Bendet, conseiller sur la technologie militaire russe au groupe de réflexion Center for Naval Analysis,
cette capacité ajoute une couche de protection supplémentaire pour les Ukrainiens contre les drones russes de longue portée entrants. Une fois intégrée au reste des systèmes défensifs, elle rend les Shahed encore plus vulnérables. Bendet a ajouté que, selon les données disponibles en source ouverte, la Russie n'a encore rien réalisé de similaire. Cette phrase, venant d'un analyste américain crédible de la défense, est l'une des choses les plus importantes qui ait été dite sur ce conflit depuis des mois. Nous ne parlons pas d'un écart qui pourrait se refermer au prochain trimestre. La Russie ne dispose pas de navires de surface sans équipage capables de lancer des drones intercepteurs. La Russie n'a pas l'écosystème industriel pour construire cela rapidement. Et l'Ukraine l'a déjà en usage actif au combat. Maintenant, parlons de la raison pour laquelle la géographie de la mer Noire rend cela si important sur le plan stratégique. Parce que je me suis plongé là, dedans, et les implications sont profondes. Les villes du sud de l'Ukraine, Odessa, Mykolaïv, Kherson, ont toujours été exposées d'une manière particulière aux attaques de drones russes. Parce que ces attaques arrivent depuis la mer, depuis des directions où les systèmes de défense aérienne terrestre ont des zones de couverture imparfaites. Les radars et systèmes de missiles basés au sol sont optimisés pour les approches terrestres. Lorsque un Shahed arrive à basse altitude au-dessus de l'eau libre depuis le sud-ouest, il exploite ces lacunes. La Russie le savait. C'est pourquoi tant de ces barrages massifs de drones incluent des vagues lancées depuis la Crimée et les directions de la mer Noire. Cela rend l'interception complète dramatiquement plus difficile. L'utilisation de porte-drones de surface pour déployer des drones intercepteurs élargit les options de défense aérienne et crée une couche supplémentaire de protection pour les villes ukrainiennes. Beaucoup de ces attaques russes visent les villes du sud-est d'Ukraine et sont lancées au-dessus de la mer Noire avec un double objectif: épuiser les civils de la région et forcer l'Ukraine à faire des concessions territoriales dans les négociations de paix en exploitant le fait que l'Ukraine n'a pas de puissance navale traditionnelle. Mais voici la chose. L'Ukraine vient de combler cette brèche. Une flotte de bateaux robotisés, chacun capable de lancer des drones intercepteurs, répartis dans les approches de la mer Noire vers le sud de l'Ukraine, crée un périmètre mobile de défense aérienne que personne dans l'histoire militaire n'a jamais tenté auparavant. Il n'est pas fixe, il ne peut pas être ciblé par une seule frappe de précision, il se déplace avec la menace, il s'adapte et il coûte une fraction de ce que coûtent les systèmes traditionnels de défense aérienne navale. Le SBS a décrit cette réalisation comme un nouveau niveau d'intégration des capacités de drones maritimes et aériens, ajoutant que le déploiement de navires de surface comme plateforme de lancement d'intercepteurs crée un échelon supplémentaire de protection pour les villes ukrainiennes. Échelon supplémentaire, c'est l'expression clé. L'Ukraine ne remplace pas ses couches existantes de défense aérienne, elle en ajoute de nouvelles. Chaque couche ajoutée signifie plus de Shahed interceptés, avant qu'ils atteignent une ville ukrainienne, une centrale électrique ukrainienne, un hôpital ukrainien. Et voici quelque chose que j'ai trouvé dans mes recherches et qui, selon moi, a été complètement manqué par la plupart de la couverture occidentale. L'interception anti-drone fait partie des domaines d'expertise que l'Ukraine a proposé aux pays du Moyen-Orient dont les infrastructures critiques font face à des obstacles similaires, particulièrement dans le détroit d'Ormuz. L'Ukraine exporte déjà ce savoir. L'Arabie Saoudite, le Qatar, les États du Golfe, qui font face à leurs propres environnements de menaces par drone. Ils observent l'opération en mer Noire et envoient des gens pour en tirer des leçons. Les États du Golfe se précipitent déjà pour acheter l'expertise ukrainienne en matière de drones, avec des accords de coopération de défense sur 10 ans signés avec l'Arabie Saoudite et le Qatar en mars 2026. L'Ukraine a transformé son laboratoire de champ de bataille en produit d'exportation. Le pays qui a perdu sa marine en 2022 est maintenant la principale autorité mondiale en matière de guerre navale sans équipage. Laissez cette ironie prendre toute sa place. Mais je veux prendre un peu de recul et vous poser une question. Quand vous combinez ce dont nous venons de parler dans la première section, des drones intercepteurs contrôlés à des milliers de kilomètres de distance, éliminant le risque pour les opérateurs et neutralisant la guerre électronique russe, avec ce que nous venons de voir ici, un bateau robotisé lançant des intercepteurs aériens au-dessus de l'eau libre. Qu'est-ce que vous regardez ?
Vous regardez un pays qui a construit un système de défense aérienne multidomaine et multicouche. Il opère simultanément depuis la terre et la mer. Il peut être contrôlé depuis n'importe où sur Terre. Et il coûte beaucoup moins cher que ce que la Russie peut soutenir. L'Ukraine a rendu opérationnel quelque chose que les plus grands entrepreneurs de défense du monde théorisaient depuis des décennies. Et ce qui est extraordinaire, ce n'est même pas le développement le plus choquant d'avril 2026. Parce que pendant que tout cela se passait dans les airs et en mer, quelque chose s'est produit au sol qui a fait dire à Zelensky que c'était la première fois dans l'histoire de la guerre. Des robots, seuls, sans soutien d'infanterie, sont entrés dans une position russe et les soldats russes se sont rendus à des machines. Laissez-moi vous peindre la scène. Quelque part, le long de la ligne de front, dans l'est de l'Ukraine. L'emplacement exact n'a pas été divulgué par les autorités ukrainiennes et je vais expliquer pourquoi cette décision de sécurité opérationnelle nous dit elle-même quelque chose d'important. Mais voici ce que l'on sait. Des drones FPV arrivent en premier avec ce sifflement aigu caractéristique que les soldats ukrainiens comme russes ont appris à redouter plus que presque tout autre son sur le champ de bataille moderne. Ils cratérisent les abris, ils dispersent les défenseurs. Ils rendent cette position intenable pour tout être humain qui voudrait s'y tenir debout. Puis, quand le sol cesse de trembler, quelque chose roule vers l'avant. Pas des soldats, pas de l'infanterie, avec des fusils et des gilets pare-balles. Des robots, des véhicules terrestres armés, avec des caméras thermiques qui balayent, des tourelles qui pivotent, des mitrailleuses prêtes, des soldats russes retranchés dans leur position, lèvent les yeux, voient des machines venir vers eux et font la seule chose rationnelle qu'il leur reste à faire. Ils lèvent les mains et se rendent aux robots. Le 13 avril 2026, lors de la journée des fabricants d'armes de l'Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a confirmé ce que les analystes de défense suivaient depuis des mois. Les forces ukrainiennes ont réussi à capturer une position tenue par les Russes en utilisant uniquement des plateformes sans équipage, des robots terrestres et des drones, sans qu'une seule botte de soldats ne soit physiquement présente dans l'assaut. Pour la première fois dans l'histoire de cette guerre, les guerriers ukrainiens ont capturé une position ennemie en utilisant exclusivement des plateformes sans équipage, a-t-il déclaré dans son discours aux fabricants d'armes. Et ensuite, il a dit quelque chose qui, je pense, sera cité dans les manuels d'histoire militaire pendant des décennies. L'avenir est ici, sur le champ de bataille, et l'Ukraine est en train de le créer. Maintenant, je vais être juste ici parce que je me suis plongé profondément dans la recherche à ce sujet et il y a des nuances importantes que beaucoup de couvertures ont survolées. L'analyste militaire ukrainien Ivan Stupak a déclaré au Moscow Times qu'il ne s'agissait probablement pas d'une percée massive, d'une position fortement fortifiée, mais plutôt de la saisie d'une plus petite fortification secondaire. Et la Rand Corporation a publié une analyse soulignant que les robots terrestres font face à de sérieux obstacles, littéralement et figurativement, lorsqu'il s'agit de remplacer l'infanterie dans un assaut en terrain complexe. La plupart des robots terrestres continuent de dépendre de roues ou de chenilles qui ont des limites importantes quant au type de terrain qu'ils peuvent traverser, et toutes les positions ennemies ne sont pas construites au bout d'une entrée asphaltée. Même en tenant compte des charges de combat, l'infanterie humaine peut grimper, sauter, traverser l'eau et franchir autrement une grande variété d'obstacles d'une manière que les robots ne peuvent toujours pas égaler. C'est une analyse honnête, crédible, et je pense qu'elle mérite d'être reconnue. Mais voici ce que les sceptiques ne voient pas. L'importance du 13 avril n'est pas que les robots aient remplacé l'infanterie pour toujours en un après-midi. L'importance, c'est la preuve de concept à l'échelle opérationnelle et la trajectoire qu'elle représente, parce que cela n'est pas sorti de nulle part. Regardez ce qu'il a précédé. Vers janvier 2026, un véhicule terrestre sans équipage DevDroid TW 7262 a capturé 3 soldats russes dans la région de Liman. En mars, un cousin plus grand, le droid TGW 12,7, a tenu des positions de ligne de front pendant 45 jours consécutifs. 45 jours consécutifs à tenir une position de ligne de front avec un robot. Pas de nourriture, pas de sommeil, pas de rotation nécessaire, pas de peur, pas de troubles de stress post-traumatique. Juste une machine qui tient le terrain 24 heures par jour, 7 jours par semaine.
Les analyses de défense parlent déjà de la nouvelle doctrine du mur de drone, un système dans lequel les systèmes robotiques gèrent l'attrition et la saisie, tandis que les soldats humains sont réservés à la consolidation et à la tenue du territoire. Les humains sont progressivement éloignés des moments les plus dangereux du combat, les machines absorbent le risque qui tuait auparavant les soldats, et l'ampleur de ce déploiement de robots terrestres, selon moi, est encore largement sous-estimée à l'extérieur de l'Ukraine. Les systèmes robotiques terrestres ukrainiens avaient déjà effectué plus de 22 000 missions sur le front en seulement 3 mois, sauvant des vies plus de 22 000 fois lorsqu'un robot est allé dans les zones les plus dangereuses à la place d'un soldat. 22 000 missions en 3 mois. Cela représente environ 244 missions chaque jour. Évacuer les blessés, livrer des munitions, poser des mines, tenir des positions, mener des reconnaissances. Ce sont des missions qui plaçaient auparavant les soldats ukrainiens directement dans la trajectoire de l'artillerie russe, des drones FPV russes et des tireurs d'élite russes. Maintenant, un robot prend ce risque à leur place. Les systèmes robotiques ukrainiens déployés dans ces missions incluent le Ratel, le Termite, l'Ardal, le RIS, le JMIC, le Protector, le Volia et d'autres. C'est pas une liste de prototypes expérimentaux. C'est un catalogue de systèmes déjà en production de masse et en usage actif sur la ligne de front. Les chiffres derrière eux sont stupéfiants. Un fabricant, Tencor, a livré plus de 2000 robots terrestres en 2025 et prévoit une demande d'environ 40 000 unités en 2026. Le nombre d'unités militaires déployant des robots terrestres est passé de 67 en novembre 2025 à 167 au printemps 2026. La courbe d'adoption est verticale. Les unités qui déploient ces systèmes ont plus que doublé en environ 5 mois. Chaque semaine, de nouvelles brigades ukrainiennes intègrent la robotique terrestre dans leur doctrine opérationnelle. Maintenant, voici la partie qui mérite vraiment, selon moi, d'être appelée une révolution stratégique. Regardez ce que ces robots représentent pour l'Ukraine en particulier. Pas seulement dans le sens abstrait de la technologie militaire, mais dans le contexte très précis de cette guerre. L'Ukraine combat un pays dont la population est environ 3 fois plus grande que la sienne. La Russie peut absorber des pertes à un rythme que l'Ukraine ne peut pas se permettre démographiquement. C'est l'une des hypothèses centrales de Poutine depuis le début, user l'Ukraine par l'usure humaine pure et simple. Continuer à envoyer des soldats au front jusqu'à ce que l'Ukraine manque de gens prêts à se battre. C'est un calcul brutal, inhumain, mais il a guidé la stratégie russe pendant 4 ans. Pour l'Ukraine, l'impératif stratégique de déployer rapidement des robots terrestres est énorme. 4 ans de guerre contre un adversaire numériquement plus grand ont imposé d'immenses défis à sa capacité de continuer à recruter et à déployer une force assez grande pour protéger sa souveraineté. Chaque mission accomplie par un robot est un soldat ukrainien qui n'a pas eu à prendre ce risque. Chaque position tenue par un véhicule terrestre sans équipage est une rotation de combattants humains qui peuvent se reposer, récupérer et survivre pour combattre un autre jour. L'Ukraine n'utilise pas seulement les robots comme outils tactiques. Elle les utilise pour neutraliser le plus grand avantage stratégique de la Russie, les nombres. Si les machines peuvent absorber l'attrition que la Russie compte infliger aux êtres humains, toute la base de la guerre d'usure de Moscou commence à s'effondrer. Et il y a autre chose que j'ai trouvé et dont presque personne ne parle. En juillet 2025, la 3e brigade d'assaut séparée de l'Ukraine a rapporté que des drones FPV et un robot terrestre kamikaze transportant 3 mines anti-chars avaient frappé l'entrée d'un bunker. Lorsqu'un deuxième robot s'est approché de la position endommagée, 2 soldats russes survivants ont levé une pancarte en carton sur laquelle on pouvait lire « En russe, nous voulons nous rendre ». Une pancarte en carton levée vers un robot, parce qu'il n'y avait pas d'humain à qui se rendre. Pensez un instant à la dimension psychologique de cela. Des soldats russes formés et conditionnés pour combattre des ennemis humains qui se rendent à des machines. Il y a quelque chose dans la présence d'un robot implacable, sans peur, impossible à démoraliser, impossible à soudoyer, impossible à raisonner, qui brise quelque chose dans le calcul de résistance humain.
Vous ne pouvez pas faire appel à la miséricorde d'un robot. Vous ne pouvez pas le blesser, le regarder saigner et avoir l'impression d'avoir gagné quelque chose. Il continue simplement d'avancer. Au début de 2026, des milliers de robots terrestres rampaient dans la zone grise le long de la ligne de front dans l'est de l'Ukraine. Certains robots terrestres tueurs, équipés de tourelles et de mitrailleuses télécommandées, ont été testés. À la mi-février, les autorités ukrainiennes ont publié une vidéo montrant un robot terrestre ukrainien utilisant sa caméra thermique pour détecter un soldat russe dans l'obscurité de la nuit et engager la cible avec une mitrailleuse lourde. Voilà à quoi ressemble maintenant la ligne de front, pas seulement des soldats avec des fusils, mais un environnement hybride où les machines et les humains opèrent côte à côte, où les moments les plus dangereux sont de plus en plus confiés à des systèmes qui ne ressentent aucune douleur et ne nécessitent aucun cercueil. Et je veux que vous gardiez une dernière idée en tête avant que je passe à la section finale. Un soldat russe capturé, interrogé, après s'être rendu, s'est fait demander à quoi ressemblait le champ de bataille. Sa réponse a été rapportée par des analystes du CSIS et elle m'a glacé quand je l'ai lu. Sur le champ de bataille, je n'ai pas vu un seul soldat ukrainien, seulement des drones. Je les ai vus seulement quand je me suis rendu. Seulement des drones. Et il y en a énormément. Les guerres ne venes pas. C'est une guerre de drones. Un soldat russe qui parle à d'autres soldats russes, leur disant de ne pas venir parce qu'il n'y a plus d'humains à combattre, seulement des drones, seulement des robots, seulement des machines qui arrivent vers vous de toutes les directions et il ne reste plus aucun endroit où se cacher. C'est ce que l'Ukraine a construit au sol et cela se connecte directement à la pièce finale la plus effrayante de tout ce tableau technologique, le moteur invisible derrière tout cela, l'intelligence artificielle entraînée sur des millions d'heures d'images, de combats réels, l'avantage en données qu'aucun autre pays sur Terre ne possède. La raison pour laquelle tout ce que l'Ukraine construit n'est pas seulement efficace aujourd'hui, mais devient plus létal chaque mois. Et c'est exactement le sujet de la 4e section. Je veux commencer cette section finale avec une question qui m'a trotté dans la tête tout au long de cette recherche. Quand vous regardez tout ce que l'Ukraine a accompli, les intercepteurs télécommandés, les destructions de drones lancés depuis la mer, l'assaut robotisé contre les positions russes, quel est le fil conducteur? Quelle est la chose sous-jacente qui fait que tout cela fonctionne? Qui fait que cela s'améliore? Qui fait que c'est plus efficace ce mois-ci que le mois dernier et que ce sera plus efficace le mois prochain qu'aujourd'hui. Parce que ce n'est pas le matériel. Le matériel se fait détruire, s'épuise, devient obsolète. Ce n'est pas le financement, même si le financement compte, ce ne sont même pas les ingénieurs, aussi brillants soient-ils. La réponse, ce sont les données, précisément les données de combat, les données réelles, en conditions de tir réel, de guerre réelle, d'un type et à une échelle qu'aucun autre pays sur Terre ne possède actuellement. Et la manière dont l'Ukraine les collecte, les traite et les transforme en armes grâce à l'intelligence artificielle est, selon mon évaluation honnête, après avoir parcouru tout ce que j'ai trouvé dans les rapports de l'Atlantic Council, les analyses du CSIS, IEEE et Spectrum, et plusieurs évaluations de l'ISW, le développement le plus stratégiquement important et le moins discuté de tout ce conflit. Laissez-moi expliquer ce que je veux dire et pourquoi c'est si important. L'intelligence artificielle, au fond, est un système d'apprentissage. Elle s'améliore plus, vous lui donnez de données réelles. Une IA d'échecs entraînée sur 1 million de parties est meilleure qu'une IA entraînée sur 1000. Une IA de diagnostic médical entraînée sur 1 million d'images de patients est plus précise qu'une IA entraînée sur 10 000. Le même principe s'applique à l'IA militaire. Système de ciblage, reconnaissance d'objets, navigation autonome, évaluation des menaces. Plus vous alimentez le système avec des images de combats réels, des données de capteurs réels, des résultats d'engagement réels, plus il devient précis et létal. Et voici le problème auquel font face toutes les autres armées du monde en ce moment. Elles n'ont pas les données, elles ont des simulations, elles ont des exercices d'entraînement, elles ont des démonstrations contrôlées. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.